Je vote pour la science avec Pascal Lapointe et Isabelle Burgon. Bonjour à tous. Aujourd'hui à l'émission, nous allons vous amener dans le bois. Nous allons vous parler de l'un de ses habitants, le caribou forestier, une espèce considérée comme menacée de disparition à l'échelle du Canada. Au Québec, il a le statut d'espèce vulnérable. L'ensemble des populations de caribous forestiers ne compte que quelques milliers d'individus. Ce cervidé occupe actuellement 2,4 millions de kilomètres carrés de la forêt boréale canadienne. Cela semble beaucoup, mais c'est la moitié de ce qu'il occupait au 19e siècle. La fragmentation d'habitat qui survient en raison des activités industrielles notamment représente la première menace pour le caribou. La Société pour la nature et des parcs du Canada, la SNAP, trouve que la province, malgré plusieurs opportunités pour protéger le caribou forestier, tarde trop à agir. Le gouvernement québécois pourrait créer, c'est ce que suggère la SNAP, une grande aire protégée dans le secteur des Montagnes Blanches, à cheval entre trois régions administratives, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Côte-Nord et le nord du Québec. Et surtout demander à ces institutions qu'elles collaborent ensemble dans un même objectif, la sauvegarde du caribou forestier. Nous sommes en compagnie de Pierre-Olivier Boudreau, biologiste de formation et chargé de projet en conservation et foresterie à la Société pour la nature et les parcs du Canada, la SNAP Québec. Son travail au sein de l'Agence Parcs Canada et de plusieurs ONG du Québec et en Amérique centrale l'ont mené à s'intéresser à la conservation et notamment en ce qui concerne les espèces menacées et les aires protégées. Bonjour. Bonjour. Donc, peut-être présentez-nous un petit peu le caribou forestier pour nos auditeurs. Alors, le caribou forestier, c'est une sous-espèce du caribou des bois. Il y a 3 types de caribous différents au Québec. On appelle ça des écotypes. Les gens connaissent bien le caribou de la Gaspésie, qui vit sur les sommets des montagnes en Gaspésie. Mais il existe 2 autres types de caribous différents. Il y a le caribou migrateur qui vit en grand troupeau dans le nord du Québec, dans la toundra. Ça aussi, les gens le connaissent bien. Mais un qui est un petit peu moins connu, c'est le caribou forestier, qui lui vit dans la forêt boréale, c'est-à-dire la forêt au nord des régions du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de la Côte-Nord, l'Abitibi-Témiscamingue, donc la forêt de conifères finalement là, qui fait une ceinture dans le milieu du Québec. Et puis cette espèce-là, elle est menacée à l'échelle canadienne et à l'échelle québécoise. Elle a été désignée espèce vulnérable au Québec en 2005. Vous avez mis la main sur un exemplaire du Guide du trappeur datant de 1945. L'ouvrage fait déjà mention du recul de cet animal au sein de la forêt québécoise il y a 70 ans. Donc c'est une situation qui ne date pas d'hier. Effectivement, déjà à l'époque, les gens avaient observé le recul du caribou forestier. Ce qu'il faut savoir, c'est que, disons, au début du siècle, un petit peu avant le début des années 1900, il y avait du caribou forestier jusqu'au Vermont. Donc, en Nouvelle-Angleterre, il y avait du caribou forestier. Et maintenant, son aire de répartition a beaucoup changé. En fait, il n'y a plus de caribou forestier au sud du Québec. Maintenant, il se retrouve seulement à peu près au nord du, disons, 49e parallèle. Là. Donc, au nord de Chibougamau, à peu près à cette latitude-là. Donc, on a vraiment constaté un recul là, de l'aire de répartition du caribou depuis une centaine d'années. Effectivement, les trappeurs à l'époque avaient déjà observé que cet animal-là reculait. Il y a plusieurs causes. La chasse a joué un rôle beaucoup à l'époque, mais tout le processus d'urbanisation et d'occupation du territoire par l'être humain là, a été vraiment important parce que le caribou, c'est une espèce qui est très, très, très sensible à l'empreinte humaine. On parle de fragmentation d'habitat. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu pourquoi ça a une répercussion sur les hardes de caribou, là?
Oui, donc qu'est-ce qui se passe avec la fragmentation de l'habitat? En fait, c'est des répercussions indirectes. C'est que quand on crée des chemins forestiers, par exemple, ou des perturbations, ça permet aux prédateurs du caribou d'avoir plus de facilité d'atteindre les jeunes caribous, par exemple. On parle notamment du loup qui utilise les chemins forestiers, et puis il y a plus de chances de rencontre avec le caribou, donc ça a un effet direct sur le taux de survie des caribous. Un autre effet aussi, par exemple au niveau de la foresterie, c'est que la foresterie a tendance à rajeunir la forêt, et puis ça favorise des animaux comme l'orignal et puis l'ours noir. L'ours noir d'ailleurs est un prédateur du caribou, et puis l'orignal, quand on crée des conditions qui sont propices aux orignaux, ça attire aussi des loups. Donc c'est vraiment un petit peu une relation indirecte, mais ça finit toujours, ça se conclut toujours finalement par une augmentation de la présence des prédateurs du caribou. Ça a un effet sur la survie des populations. Oui, on se souvient de la réaction du ministre Couillard, c'était avant son élection. On ne sacrifiera pas une job dans la forêt pour des caribous, un point de vue qui est aussi partagé un petit peu par l'Institut économique de Montréal qui présentait qu'il y avait des impacts socio-économiques. Un caribou sauvegardé égale 31 emplois et 3,8 millions de dollars perdus. Pourquoi on met ça dans la balance, le caribou, puis l'effet économique, selon vous? Il y a des gens qui disent que pour protéger le caribou, en fait, il y a deux manières. La première manière, c'est de créer des aires protégées, donc des zones où il n'y a pas d'exploitation industrielle. Et puis la deuxième manière, c'est les autres endroits à l'extérieur des aires protégées, c'est de faire une foresterie qui est adaptée à la biologie du caribou forestier. Donc c'est sûr que quand on crée des aires protégées, et le caribou a besoin de grandes aires protégées parce que c'est un animal qui se déplace beaucoup, c'est des zones qui sont soustraites à l'aménagement forestier. Donc c'est des zones qu'on n'ira pas récolter. Et puis, disons qu'il y a des gens qui ont fait un lien facile entre le fait de fermer des zones à l'exploitation forestière et la perte d'emploi. Nous, ce qu'on dit, c'est que c'est totalement possible de créer des aires protégées et de continuer à exploiter la forêt dans d'autres secteurs, mais il faut qu'il y ait un équilibre en quelque part. Et présentement, cet équilibre-là n'est pas atteint. Et puis, le forestier en chef a fait un rapport assez important l'année dernière qui disait que la situation du caribou est très problématique actuellement, et puis qu'elle risque de s'empirer si on garde les stratégies forestières qui sont en place présentement. Oui, merci beaucoup. On était en compagnie de Pierre-Olivier Boudreau, qui est chargé de projet en conservation et foresterie à la SNAP, la Société pour la nature et les parcs du Canada. Merci. Merci pour l'invitation. Merci. Nous rejoignons maintenant Martin-Hugues Saint-Laurent, professeur en écologie animale de l'Université du Québec à Rimouski. Il dirige un programme de recherche en écologie animale traitant de gestion et de conservation de la faune terrestre. Ses travaux actuels portent entre autres choses sur les impacts de l'altération des habitats sur l'écologie du caribou forestier et du caribou de la Gaspésie. Bonjour. Bonjour. Donc, le gouvernement a mis sur pied en 2005 un plan de rétablissement du caribou forestier au Québec, comptabilisant 30 actions pour améliorer le sort du caribou, un plan mis à jour en 2013 qui s'étendra jusqu'en 2023. Pouvez-vous nous parler de quelques actions et de où nous en sommes actuellement en matière de rétablissement, nous, en début 2016? Ce plan-là, qui fait suite à d'autres plans qui ont été élaborés précédemment, est un plan qui se veut un peu dans la continuité. Là, on a des actions qui portent sur des redéfinitions de stratégies d'aménagement forestier, par exemple, qui pourraient faciliter le maintien du caribou, de poursuite de l'acquisition de connaissances, de relations avec les Premières Nations pour comprendre les relations qui sont faites, par exemple, au niveau du prélèvement autochtone. Donc, ce type d'action-là qui vise essentiellement à rassembler tout le monde autour d'un but commun, qui est le rétablissement du caribou. Où on en est?
On a au cours des dernières décennies, je dirais les derniers 15 ans, là, énormément avancé dans l'acquisition de connaissances, puis on a ciblé la très, très grande majorité des facteurs de déclin. On a même soit expérimenté ou modélisé ou simulé différentes stratégies qui allaient favoriser le rétablissement du caribou. On est maintenant davantage là, dans une étape d'implémentation, de mise en place de ces actions-là. Et à ce titre-là, on attend les signaux du gouvernement. Concrètement, quel genre d'action? Par exemple, de limiter les perturbations à un certain pourcentage des territoires occupés par les caribous, de manière à faire en sorte d'optimiser la survie des jeunes, la survie des adultes et essentiellement la croissance ou la stabilité des populations qui sont actuellement en déclin. Les taux de perturbation sont très élevés dans la très grande majorité de la forêt aménagée au Québec. C'est un changement de paradigme important et ça se fait pas sans écueil. Mais c'est la trajectoire dans laquelle on souhaite aller là dans l'optique de maintenir le caribou et d'assurer sa conservation. Qu'est-ce qui perturbe le caribou? C'est quoi ces perturbations dont vous parlez? On peut penser, par exemple, à l'échelle canadienne, là, on peut penser aux incendies forestiers sur lesquels on a une mainmise qui est quand même assez minime. Mais on peut penser à la coupe forestière, à l'industrie des sables bitumineux, aux lignes sismiques, aux lignes de transport d'énergie, aux réseaux routiers en forêt, qui sont, somme toute, beaucoup plus impressionnants que ce que la majorité de la population peut penser. Là. Dans une grande partie de la forêt boréale québécoise, on a de 1 à 1,5 km de chemin par kilomètre carré de territoire. Donc, c'est énorme. Et tout ça favorise l'augmentation d'abondance de certaines proies autres que le caribou. On peut penser à l'orignal, au cerf de Virginie, qui vont soutenir davantage de prédateurs, qui vont être plus nombreux à s'attaquer au caribou et surtout plus efficaces à patrouiller leur territoire grâce, par exemple, au chemin. Et finalement, de mettre une pression de prédation plus importante sur l'espèce. Dans un avertissement du nouveau document, celui de 2013, on peut toutefois y lire « Les membres de l'équipe de rétablissement ne peuvent prendre l'engagement que toutes les mesures seront appliquées compte tenu des crédits disponibles pour les espèces vulnérables et menacées, de la priorité accordée à chaque espèce et de la contribution des nombreux organismes. » Donc, on manque de quoi? D'argent, de volonté ou d'entente pour rétablir le caribou? Il faut bien comprendre que l'équipe de rétablissement n'est pas nécessairement un organisme directement inféodé au gouvernement. Là, c'est un regroupement de gens qui, sous la coordination gouvernementale, vont travailler tous ensemble à identifier les meilleures pistes de solutions et identifier les facteurs de déclin. Maintenant, le gouvernement récupère ce plan-là, puis après ça, décide de franchir des pas dans la trajectoire suggérée, mais aussi en utilisant sa propre expertise. Donc, est-ce qu'on manque de volonté? Est-ce qu'on manque de moyens? C'est peut-être un petit peu tout ça. La situation est beaucoup plus complexe qu'elle n'en a l'air. Il y a beaucoup d'inertie dans le système. Donc, ça pourrait être vu comme un manque de volonté. Est-ce qu'on pourrait faire plus? Fort probablement, oui. Mais est-ce que c'est un manque de moyens? J'en doute pas. On vit dans des périodes d'austérité. Les sommes dévolues soit à la conservation des espèces menacées, à la recherche, sont en chute libre. Pendant ce temps-là, on a certains écarts un petit peu impressionnants. Là, comme ce matin, j'apprenais que le ministère de l'Environnement a donné 1,7 million à la compagnie privée Suncor pour améliorer son bilan de carbone. C'est assez étrange qu'on subventionne comme ça une industrie privée, mais essentiellement, oui, on peut penser qu'on pourrait peut-être faire mieux, peut-être mieux supporter financièrement aussi, mais ça, c'est des débats qui restent à tenir. Mm-hmm. Vous revenez d'un colloque portant sur les stratégies de gestion et de conservation à implémenter à l'échelle des populations de caribous forestiers au Canada, en dehors des pratiques d'aménagement, de restauration, de protection des habitats. Concrètement, là, de quoi avez-vous parlé? En peut-être une minute? Dans ce colloque-là, qui était organisé par l'Union internationale de la conservation de la nature, puis le Jardin zoologique de Calgary, ils ont invité une trentaine de personnes à Calgary. J'en arrive justement, là, des spécialistes du caribou pour essayer de se pencher sur qu'est-ce qu'on peut faire. Et j'ai été vraiment impressionné de voir à la fois la force de frappe qui était déployée pour réfléchir pendant une semaine à cette réalité-là, mais aussi un petit peu déprimé de voir que tout le monde reconnaissait le rôle de l'habitat, mais on nous demandait de nous pencher sur des questions comme l'élevage en captivité, comme la reproduction assistée,
comme la translocation, la réintroduction d'animaux. Donc, le fait de dire on va prendre des animaux à un endroit puis on va aller les déplacer dans un autre endroit où la population va mal. Et les scientifiques, on s'est penché là-dessus avec énormément d'évidences passées pour tracer toutes les limites d'utilisation potentielle de ces outils-là, qui sont des outils de dernier recours, des outils d'urgence. Et je crois qu'on a un petit peu déstabilisé à la fois la perception que l'UICN en avait, la perception que le Jardin zoologique de Calgary en avait, à voir que ces outils-là sont peut-être beaucoup moins prometteurs qu'on le pense, parce que les évidences scientifiques comme quoi ça fonctionne sont pas au rendez-vous. Donc, on est plusieurs à marteler à travers le pays depuis longtemps avec des évidences scientifiques que tout doit passer par l'habitat. Donc, on doit peut-être redéfinir le paradigme d'exploitation des ressources naturelles qu'on a à l'échelle du pays, en équilibre avec les engagements de maintien de la biodiversité qu'on a signés à titre de province, à titre de pays. Oui, c'est un petit peu comme si on avait baissé les bras. Donc, merci beaucoup. On était en compagnie de Martin-Hugues Saint-Laurent, qui est professeur en écologie animale à l'Université du Québec à Rimouski. Merci. Retrouvons à présent nos deux derniers invités, le BDiste Martin Patnaud-Monette, qui après des études en biologie à Sherbrooke a fait une maîtrise à l'Université du Québec à Montréal. Son sujet de thèse, l'alimentation du goéland à bec cerclé, un sujet qu'il est en train de BDiser, je ne sais pas si c'est correct, BDiser, avant de s'intéresser au caribou forestier dont il a fait une bande dessinée qui est, elle, terminée. Bonjour. Bonjour. On est aussi en compagnie du cinéaste animalier Harold Arsenault, que l'on rejoint en Gaspésie. On lui doit donc le récent documentaire La Dernière Harde, qu'il a fait réaliser depuis il y a à peu près 3 ans, je pense que c'était en 2013, mais aussi L'amour au pays des orignaux ou encore Les citadelles ailées de l'Arctique. Je pense que le film, votre dernier film, a été diffusé sur TV5 récemment. Bonjour. Oui, bonjour. La Dernière Harde a été diffusée dernièrement, il y a 2 semaines, je pense, sur TV5. Oui, on va avoir pour les chanceux l'occasion de le voir en projection au Festival Vue sur Mer, mais il faudra se déplacer. Et sinon, on vous tiendra au courant à savoir où est-ce qu'il va être diffusé, si vous êtes curieux. Mais si vous êtes vraiment très curieux, vous pouvez aussi aller voir sur le site Internet du distributeur. Rappelez-nous le nom de votre distributeur. Chez Film Option International. Donc, vous pouvez le commander. Donc bonjour à tous les deux. Bonjour. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi avoir fait un film pour vous, Monsieur Arsenault, et une BD pour vous, Monsieur Patnaud-Monette, sur le caribou et sa situation vulnérable. Commençons peut-être avec vous, Monsieur Arsenault. Moi, comme je suis gaspésien, moi, ça fait une trentaine d'années que je fais des documentaires animaliers, donc sur le comportement animal, un peu partout. Et comme je viens de la Gaspésie, ça me touchait assez. C'est pour moi important de parler des caribous parce qu'ils sont vraiment en voie de disparition. Ceux de la Gaspésie, c'est une population relique qui était ici là, depuis la fin de la dernière glaciation. Et donc, ils ont été repoussés à partir du moment où les premiers Européens sont arrivés. Il y en avait jusque dans le nord des États-Unis. Et puis là, il en reste qu'une centaine d'individus qui se sont réfugiés donc sur le sommet des montagnes dans le parc de la Gaspésie, là, dans la chaîne des Chic-Chocs, sur vraiment un petit territoire. Et puis, il n'en reste qu'une centaine depuis aux derniers inventaires. Donc, ils sont vraiment en péril. Donc, c'est important pour moi de faire quelque chose là-dessus avant qu'il soit trop tard. Et puis, peut-être qu'il y a possibilité si on met toutes les énergies, de sauver cette population-là. La Dernière Harde, donc. Martin, pour vous, la BD sur le caribou? Oui, la question du caribou forestier, je pense que l'idée m'est venue avant les dernières élections provinciales. Vous en avez parlé dans votre première entrevue. Il y a Philippe Couillard qui s'est présenté cette fois-ci dans Roberval, donc une circonscription où est-ce que la foresterie est importante et où la question du caribou forestier est présente. Et le premier ministre actuel, qui ne l'était pas encore à l'époque, a eu cette phrase là, de
on perdra pas une job pour sauver le caribou forestier. Donc, je trouvais que ça avait marqué, en tout cas, ça a marqué un peu l'imaginaire. À ce moment-là, je travaillais au ministère de l'Environnement, pas à la Fonde, là, sur d'autres projets, mais il y a ce volet-là politique qui prenait le dessus un peu sur la science qui m'a interpellé. Comme j'ai côtoyé pendant mes études plusieurs personnes qui ont travaillé en recherche scientifique sur la foresterie et voir sur le caribou forestier, je voyais la contradiction un peu entre le politique et le scientifique. Puis c'est ça qui m'a amené à réaliser cette bande dessinée-là pour vulgariser la question. C'est pas la question du caribou forestier, c'est pas quelque chose qui est très bien connu au Québec, parce que les gens mélangent souvent les différents écotypes ou les différentes sous-espèces, puis leur situation qui est différente. Puis la question aussi politique qui s'est jouée lors des dernières élections. Vous vous considérez avant tout comme un scientifique qui fait de la BD. Expliquez-moi pourquoi. Ben, j'ai vraiment un parcours universitaire, un parcours académique qui est vraiment scientifique. J'ai travaillé après ma maîtrise aussi comme professionnel de recherche. J'ai travaillé plus en environnement, ensuite au ministère, plus en application réglementaire. Donc, puis je continue à collaborer sur des manuscrits scientifiques, sur des publications, des articles revus par les pairs. Mais depuis 2 ans, je suis à temps plein plus en communication scientifique. Donc, je suis un peu à cheval entre les deux. Mais c'est sûr que ce sujet-là, en tant que tel, c'est vraiment dans ma talle, donc l'écologie animale. Donc, ça me touche particulièrement. Monsieur Arsenault, parlez-moi de votre expérience auprès des caribous, donc de cette dernière harde. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? D'abord, est-ce qu'il s'approche facilement? Il s'approche facilement à certaines périodes de l'année, en particulier dans le temps du rut, où ils sont plus faciles d'approche, mais il y a des périodes où c'est vraiment difficile, surtout quand les femelles ont leurs petits au printemps, ils sont très, très difficiles à approcher. Mais j'ai passé près de 2 ans sur ce projet-là, puis peut-être 200 jours dans les montagnes, là, et puis lentement, ils se sont habitués à ma présence, et puis j'ai réussi à la fin, dans la dernière année, c'était pour moi plus facile de les approcher, en autant que je réussissais à m'approcher assez près pour qu'ils puissent me sentir. Je pouvais rester avec eux toute la journée, là, vraiment à proximité. Le problème, c'est de s'approcher assez près pour qu'ils puissent te sentir, parce ils voient pas très bien, mais ils détectent bien le mouvement, puis à une certaine distance, ils savent pas c'est quoi qui arrive. Alors ils sont souvent craintifs. Donc oui, j'ai réussi ça a été difficile parce qu'il y en a pas beaucoup, puis c'est quand même si c'est pas un territoire grand, c'est un territoire grand pour les trouver. Mais j'ai quand même réussi à faire de quoi d'intéressant. Vous êtes cinéaste animalier, vous avez l'habitude justement de côtoyer beaucoup d'espèces. En quoi cette espèce vous a interpellé? Est-ce qu'il y a des défis à filmer des caribous? J'avais déjà filmé un peu des caribous dans l'ouest. J'avais filmé les migrations sur la rivière Porcupine au Yukon, qui sont des caribous toundriques. Oui. Et puis, donc, j'avais une expérience avec eux, mais ici, pour moi, c'est un grand défi parce que je fais du comportement animalier, puis comme je voulais justement parler de cette dernière harde-là, puis des problématiques du fait qu'il est en voie de disparition, ben, au départ, c'était un peu épeurant pour moi d'essayer de faire un documentaire sur le comportement animal avec des animaux qui sont si peu nombreux. Alors, pour moi, c'était le grand défi de ce projet-là. Ça a été les premiers mois, le premier hiver que j'ai tourné, je les ai vus une fois dans 3 mois, fait que j'étais un peu découragé. Oui, le dernier jour avant de repartir. Oui, c'est au printemps pour les petits, c'était seulement la dernière journée que j'ai réussi à les voir. Ouais. Martin, le caribou forestier, c'est aussi un enjeu politique et les enjeux sociopolitiques vous intéressent beaucoup. Pensez-vous que la BD permet d'interpeller les gens différemment sur ces enjeux-là? Je crois que qu'est-ce que ça permet, surtout à notre ère où les gens sont devenus un peu paresseux pour lire des longs textes ou même pour passer des fois 2 heures à écouter un documentaire, où est-ce que les gens sont beaucoup en ligne sur les médias sociaux, peut-être surtout les moins de 40-45 ans.
c'est un médium qui peut être consulté assez rapidement, qui peut être assez bref, qui est visuellement attractif. Donc, la BD que j'ai réalisée, c'est une assez courte BD, c'est seulement 16 pages qui est paru initialement dans la revue Planche, qui est un magazine de bande dessinée québécois. Donc, c'est quelque chose qui peut se consulter très rapidement, là, en 5-10 minutes maximum. Donc, ça va pas très en profondeur, mais je crois que ça permet d'accrocher les gens. Puis ensuite, si c'est de semer une petite graine, puis si les gens sont intéressés par la suite, ben là, il y a possibilité de faire plus de recherches puis d'aller lire plus amplement sur le sujet. Mais je crois que on voit de plus en plus de BD reportages puis de BD documentaires. Il y a de la revue dessinée qui existe en France, qui est de plus en plus populaire sur toutes sortes de sujets scientifiques, politiques ou autres. Moi, je crois que c'est très prometteur pour rejoindre les gens puis pour rejoindre un public autre aussi, qui n'est pas nécessairement intéressé par des sujets scientifiques. Monsieur Arsenault, le fait d'avoir des belles images, puis vos images sur les caribous sont très belles, est-ce que vous pensez que ça peut contribuer justement à sensibiliser les gens à la problématique? C'est sûr que les gens qui écoutent des documentaires animaliers sont plus sensibilisés à protéger l'environnement quand ils voient des belles choses, surtout quand ils réalisent que les animaux ont eux aussi des émotions, puis qui se sentent, qui sont capables de s'occuper de leurs petits, qui c'est pas juste des machines à instinct. Je pense qu'il y a comme une ouverture qui se fait à partir de ce moment-là, puis on est plus enclin à protéger l'environnement, oui. Ce qu'on connaît finalement, même si c'est à travers les images. Pourquoi c'est important, c'est la dernière question à tous les deux et assez rapidement, pourquoi c'est important de rendre visible auprès des gens le caribou des bois et sa situation critique selon vous? D'abord, Martha. Je crois que c'est important, pas seulement pour le caribou aussi, mais pour notre conception de l'exploitation des ressources. Martin Hugues Saint-Laurent en a parlé un peu. La problématique de base, c'est vraiment l'habitat, c'est comment on aménage notre territoire, comment on l'utilise, comment est-ce qu'on coupe notre bois. Donc, je pense que ça pose des questions plus fondamentales que seulement le caribou. Monsieur Arsenault, pourquoi c'est important de le rendre si visible? C'est important parce que c'est justement, on réalise qu'en modifiant l'environnement, on favorise certaines espèces au détriment d'autres, et puis que tout ce qu'on fait comme modification à notre environnement, ça a un impact. Votre prochain sujet? Pour moi, je finis présentement quelque chose que j'ai fait sur les ours noirs. Et donc, j'ai mis 3 ans aussi à filmer les ours noirs dans le parc national Forion en Gaspésie. Et puis, donc, c'est presque terminé là. Martha PM, votre prochain budget? Je continue à travailler sur mon mémoire en BD. Sinon aussi, je vais collaborer à la vulgarisation de projets de recherche d'étudiants de l'Université de Montréal. Ça, c'est le goéland à bec cerclé? Oui, le goéland à bec cerclé, oui. Où en êtes-vous? Il me reste au moins 4 parties à faire. OK. Donc, c'est en cours. La deuxième devrait être publiée sous peu. Entendu. Je vous remercie beaucoup à tous les deux d'avoir accepté de participer à notre émission. Donc, on était en compagnie du cinéaste Harold Arsenault, qui était venu nous parler de La Dernière Arme, donc son documentaire sur les caribous, et du BDiste Martin Patnaud-Monette, donc qui est venu, lui, nous expliquer pourquoi il avait décidé de faire une bande dessinée sur le caribou forestier. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science, c'est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM. À la régie, Anne-Louis Lins. Vous pouvez réécouter cette émission et les précédentes sur le site de Radio VM ou sur celui de l'agence Science Presse et nous suivre sur Twitter. À la semaine prochaine. Jin Zhaohua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse science constitue la seule logique. On y parle de génome, de transcription.